Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Fawzi Added, professeur en cardiologie au CHU Abdelrahman Mehmi à Liène. En effet, on a très vite compris sur les premiers patients, la première série des patients hospitalisés à Wuhan, sur les 138 patients hospitalisés, que l'âge médian était de 56 ans. Mais surtout, c'est que la comorbidité était présente dans 46% des cas, l'hypertension artérielle chez un patient sur 3, les maladies cardiovasculaires chez 14,5% des patients et le diabète chez 10% des patients. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les patients hospitalisés qui vont nécessiter la réanimation, là, on a un taux de comorbidité qui est beaucoup plus important, 72% ont des comorbidités, 58% sont hypertendus versus 21%, et lorsqu'on regarde les maladies cardiovasculaires, un patient sur 4 qui va aller en unité de réanimation va avoir une pathologie cardiovasculaire. Donc ça prouve que effectivement, la plupart des patients qui auront une pathologie cardiovasculaire seront des cas plus graves. Et puis lorsqu'on regarde les derniers résultats de la série italienne, on montre clairement que 73% des gens qui vont décéder sont hypertendus, en grande majorité bien évidemment des personnes âgées. Alors, on n'a pas la réponse exacte. Probablement, c'est aussi par l'âge. Les populations les plus âgées sont les plus vulnérables et on sait aujourd'hui que les populations les plus âgées sont ceux qui ont le plus de pathologies cardiovasculaires. Mais globalement, on sait aujourd'hui qu'il y a deux phases. Il y a la phase virale où le virus va induire directement des lésions vasculaires qui vont avoir des répercussions sur la plaque athéromateuse et puis cette phase inflammatoire où vous allez avoir possibilité de rupture de plaque et donc d'infarctus du myocarde. Et puis, à côté de cette phase virale, vous allez avoir la phase inflammatoire qui est beaucoup plus, je dirais, délétère et on connaît toute l'implication de l'inflammation dans la pathologie cardiovasculaire. C'est ce qu'on appelle la tempête aujourd'hui des cytokines qui peut aboutir à des myocardites et donc des tableaux d'insuffisance cardiaque qui peut aboutir aussi, bien évidemment, soit à travers l'infarctus du myocarde, soit à travers la myocardite, à de l'arythmie et des arythmies sévères et parfois fatales. Alors en effet, aujourd'hui, on le sait, le tableau typique qui nous a été présenté au départ, avec fièvre, toux sèche et dyspnée, est finalement, malheureusement, le plus souvent des formes atypiques. On sait que la fièvre arrive le plus souvent tardivement, c'est qu'après la diminution que vous allez avoir de la fièvre dans 88% des cas. Aujourd'hui, on a bien évidemment aussi la détresse respiratoire qui peut être amenée parfois à ramener le patient en cardiologie en pensant que c'est une décompensation de sa pathologie cardiaque. Mais globalement, si on regarde sur les séries qui ont hospitalisé les patients en Chine, il n'y a pas de différence entre les patients qui ont une pathologie cardiovasculaire et ceux qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire par rapport aux différents symptômes, sauf pour la présence de douleurs thoraciques. Effectivement, une douleur thoracique dans 13% des cas, donc faites attention en cas de douleur thoracique, ça peut aussi être une manifestation d'un patient avec un Covid. Alors d'abord, c'est quoi un patient à risque? Un patient à risque aujourd'hui, c'est une personne âgée de plus de 60 ans, car on sait que la mortalité sur les personnes de plus de 80 ans, par exemple, est aux alentours de 20%, elle est de 20 à 30% pour les sujets de plus de 70 ans aussi. Et donc, on sait que l'âge est un facteur important dans la mortalité du Covid, des patients avec Covid-19. Il y a aussi les hommes, mais surtout la présence de pathologies cardiovasculaires qui augmentent la mortalité aux alentours de 10,5%, le diabète de 7,3% et l'hypertension artérielle de 6,3%. Donc voilà des facteurs, bien évidemment, qui sont des facteurs à risque. Le meilleur traitement de cette maladie restera la prévention, les mesures barrières, l'isolement, le confinement total. Et donc, il n'y a pas de mesures spécifiques, mais ce sont les personnes, je dirais, les plus fragiles qu'il va falloir confiner de façon totale et surtout éviter que ces gens-là arrivent dans une structure hospitalière où on sait que 40% des infections vont survenir à l'hôpital.
Alors, en effet, je crois que la consigne a été donnée très tôt aux citoyens d'appeler le 190 en cas de symptômes pouvant faire évoquer le Covid-19. Donc, le premier réflexe, c'est qu'il appellera le 190, mais on le sait aujourd'hui que le 190 est le plus souvent saturé, indisponible, et donc le réflexe du patient sera d'appeler soit son médecin traitant, soit son cardiologue. Nous, notre rôle, c'est bien évidemment en tant que praticien de pouvoir très rapidement trier ces patients-là par téléphone. Déjà, rechercher les symptômes comme de la fièvre, comme de la toux, comme de la dyspnée, qui pourraient orienter plutôt rapidement vers le Covid-19, et à ce moment-là, le mettre dans des structures dédiées au Covid-19. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que, bien évidemment, nous sommes face à une population au risque, fragile, surtout si les sujets sont âgés, s'ils ont des comorbidités, de l'HTA compliqué, de l'insuffisance cardiaque, une dysfonction ventriculaire gauche. À ce moment-là, c'est bien évidemment l'hospitalisation, même s'il y a très peu de symptômes, car vous avez vu, beaucoup de patients décèdent à domicile en rapport avec une dégradation rapide de leur état clinique. Donc, population à risque et une population à hospitaliser de façon systématique. Alors en effet, cette question a suscité l'intérêt des différentes sociétés savantes suite à la publication d'un auteur chinois qui a constaté chez les patients diabétiques hypertendus une surmortalité et qu'il a lié cette surmortalité à la présence d'IEC et ou de bloqueurs du système rénine-angiotensine. Alors pourquoi cette liaison a été faite? Parce qu'on sait qu'il y a une interaction aujourd'hui entre le Covid-19 et le système cardiovasculaire suite par l'intermédiaire d'une enzyme de conversion type 2, qui est une métalloprotéase, qui est un analogue de l'enzyme de conversion que nous connaissons, mais qui va transformer l'angiotensine 2 en angiotensine avec cet acide aminé. C'est en fait un mécanisme de contre-régulation au système rénine-angiotensine-aldostérone que nous connaissons à travers cette enzyme de conversion. Donc on sait aujourd'hui que les patients hypertendus, les patients insuffisants cardiaques, vont avoir une surexpression de cette enzyme de conversion 2 et cette enzyme de conversion 2, le coronavirus va l'utiliser pour pénétrer à travers la cellule car elle s'exprime de façon importante au niveau de l'épithélium alvéolaire, au niveau du myocarde, au niveau du rein et au niveau des intestins d'ailleurs, d'où cette notion de diarrhée. Et donc, bien évidemment, cet auteur a fait je dirais, ce circuit un petit peu assez rapide, cette relation un petit peu rapide. Finalement, les sociétés savantes se sont réunies pour discuter et je crois que toutes les sociétés savantes sont d'accord pour dire qu'il ne faut surtout pas arrêter les IEC ni les arrêts chez les patients stables. Et on voit même un papier qui vient de sortir dans le New York Journal of Medicine et qui montre clairement qu'il y aurait même un effet protecteur parce que finalement, une fois que le coronavirus utilise cette enzyme de conversion 2 pour pénétrer à travers la cellule et faire sa réplication, il y a une diminution de ces récepteurs et vous avez une augmentation du taux d'angiotensine 2 qui est peut-être aussi très délétère au niveau du poumon. Donc globalement, la consigne aujourd'hui, elle est claire. En attendant d'autres données, pour l'instant, ne pas arrêter les IEC ni les arrêts chez des patients stables. Ça pourrait d'ailleurs déstabiliser leur pathologie cardiovasculaire. Alors c'est une excellente question parce que effectivement, je crois que il y a eu une consigne claire et une alerte sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et donc, comme anti-inflammatoires non stéroïdiens, on voit s'afficher le nom d'aspirine. Mais là, il s'agit de l'aspirine à dose antiagrégante plaquettaire. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, d'ailleurs, il est même recommandé, surtout aux patients, de ne pas arrêter, notamment les patients coronariens, car avec l'inflammation, le risque de thrombose de stinte chez les patients coronariens stentés, le risque d'infarctus du myocarde, bien évidemment, augmente. Et donc, l'aspirine, plus que n'importe quelle autre molécule, est recommandée chez ces patients, là, aujourd'hui. En effet, on a d'abord constaté chez les patients décédés d'SDRA suite à un Covid au coronavirus, on a constaté qu'il y avait une infiltration inflammatoire au niveau du myocarde, donc une atteinte myocardique musculaire, comme au niveau du foie, comme au niveau du poumon, et donc ça dénote d'une maladie inflammatoire
multiviscérale. Et puis, si on regarde sur les patients qui sont hospitalisés et les grandes séries où il y a plus de 1000 patients, on constate qu'il y a 19,7% des patients qui ont une élévation des troponines. Alors, qui dit élévation des troponines dit bien évidemment atteinte myocardique à travers soit un infarctus du myocarde ou à travers la myocardite. Pour l'infarctus du myocarde, c'est souvent des coronariens qui ont des plaques d'athérosclérose. Et pour la myocardite, c'est des cas cliniques pour l'instant avec un tableau typique d'infarctus du myocarde, parfois un sus-décalage, un miroir. Et bien évidemment, ce qui va faire la différence, c'est la coronarographie qui sera normale. Pour l'infarctus du myocarde, aujourd'hui, les choses sont claires. Quand vous avez un patient qui a un infarctus du myocarde chez qui on suspecte un Covid-19, à ce moment-là, il est recommandé de ne pas l'acheminer directement en salle de cathétérisme, mais de commencer par une thrombolyse, sauf en cas de contre-indication. À ce moment-là, on ira en salle de cathétérisme ou suite à un échec de thrombolyse et bien évidemment avec toutes les précautions d'usage, le masque FFP2 avec la combinaison totale, la civière et ce qui permet bien évidemment de diminuer le risque de contamination. Je crois qu'il n'y a pas de spécificité de la myocardite Covid+, par rapport à une myocardite qui n'est pas Covid, mais probablement on est en train de découvrir cette maladie. C'est très récent, elle date de à peine 2-3 mois. Mais globalement, pour vous, ce sont les signes habituels de la myocardite qui peut simuler en tout point un infarctus du myocarde, des douleurs thoraciques, des palpitations, de la dyspnée, et puis une tachycardie, parfois un bruit de galop, un souffle systolique si la myocardite elle est sévère. Mais souvent, à ce stade-là, c'est des tableaux de décompensation cardiaque, d'état de choc cardiogénique, donc des patients qui iront directement en réanimation et qui ne passeront pas par leur médecin généraliste. Sinon, il faut être très attentif à l'électrocardiogramme avec des sus-décalages qui peuvent être diffus mais parfois localisés, avec un sous-décalage et des anomalies électrocardiographiques, des extrasystoles ventriculaires. Donc voilà un faisceau, un ensemble de signes qui doivent faire évoquer aujourd'hui la myocardite à Covid positif. Alors effectivement, on redécouvre tous l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, puisque vous savez tous la polémique et l'histoire de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, particulièrement dans le traitement aujourd'hui très précoce des patients avec une maladie, avec un coronavirus. L'hydroxychloroquine était d'abord étudiée par les Chinois in vitro, puis une étude d'une centaine de patients, puis reprise par Didier Raoult à Marseille. Et actuellement, on a de plus en plus d'études qui sont montrées l'efficacité. Et puis hier, une première étude encore non publiée, donc il faut la prendre avec beaucoup de réserve, mais qui est randomisée, 30 patients dans un groupe et 30 patients placebo et qui montrerait le bénéfice, surtout si c'est prescrit précocement. Mais bien évidemment, l'hydroxychloroquine est un médicament qui allonge le QT, comme d'ailleurs les antidépresseurs tricycliques, comme l'amiodarone. Et donc, il va falloir être très prudent, surtout pas d'automédication, ça c'est le message qu'on fait passer à tous les patients. Mais nous, en tant que médecins, nous devons être très attentifs au risque d'allongement de l'espace QT, notamment si vous avez deux combinaisons de médicaments qui allongent le QT, et en l'occurrence ici avec l'azithromycine. Donc le risque est double. Il va falloir être très attentif à l'électrocardiogramme avant toute prescription de l'hydroxychloroquine. Si le QT est supérieur à 500 millisecondes, c'est une contre-indication formelle. Si le QT est entre 450 et 500, il faudra faire très attention, notamment vérifier le potassium, refaire au moins un ECG à 48 heures, voire un deuxième ECG dans la première semaine et faire très très attention aux différentes interactions médicamenteuses. Donc je dirais en conclusion, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les patients atteints d'une pathologie cardiovasculaire sont des patients à risque, 1, de contracter ce virus, 2, d'avoir des formes symptomatiques, des formes plus sévères et qui vont amener à l'hospitalisation, ou parfois à l'hospitalisation en soins intensifs et qui vont être à l'origine d'une surmortalité. 1, il faut identifier très rapidement ce diagnostic car malheureusement, il y a souvent 7 à 8 jours de symptômes avant la dégradation de l'état clinique et il va falloir aussi changer toute notre stratégie de prise en charge de ces patients.